Le mois de septembre vient de se terminer et on a beaucoup de choses à se dire. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et bienvenue dans ce segment Quoi de neuf JP, segment vidéo mensuel dans lequel je vous parle de différents sujets ayant un lien de près ou de loin avec les jeux de société et ma personne. Alors dans les prochaines minutes, je vous parlerai des statistiques en lien avec la chaîne, de 2 projets Kickstarter, je vous parlerai également de l'une de mes décisions récentes qui était de vendre plusieurs jeux de société. Je vous parlerai de mes expériences ludiques du mois de septembre et on terminera avec les projets vidéo à venir. Sachez qu'en tout temps, vous pouvez utiliser la barre de défilement sous la vidéo pour naviguer plus efficacement à travers celle-ci. Pour ce qui est des statistiques en lien avec la chaîne, je les ai sous les yeux. Alors, au mois de septembre, nous vous avons proposé 21 vidéos. Et si on prend les visionnements total du mois de septembre, toutes vidéos confondues, eh bien, on arrive à un peu plus de 60 000 visionnements. On accueille également parmi nous, à travers notre folle aventure qu'est l'école du jeu, on accueille 124 nouveaux abonnés qu'on salue cordialement. Et la vidéo la plus visionnée du mois de septembre, c'est le top 50 de Vincent. Alors le top 50, les meilleurs jeux de tous les temps, vidéo de Vince, l'une de ses dernières vidéos qui a totalisé au-delà de 3800, je crois, visionnements du moment où elle a été mise en ligne jusqu'à la fin du mois. Alors vraiment un sujet qui vous a intéressé et en plus, eh bien, évidemment, c'est une belle fleur pour Vincent de quitter comme ça le projet, l'équipe, en sachant que eh bien, c'est l'une de ses vidéos qui a été la plus visionnée pour le mois de septembre. Si ce n'est pas déjà fait et que ça vous intéresse également, c'était tout un défi pour Vince de présenter 50 jeux, surtout ces 50 meilleurs jeux dans un format d'une seule vidéo. Alors, une vidéo qui, au total, dure près de 3h30, je crois. Bon, je vous tordrai pas un bras pour l'écouter d'un seul coup. Vous pouvez facilement l'écouter en plusieurs séquences. Ça s'écoute bien. Vince est toujours aussi intéressant à écouter et intéressé à parler aussi. J'en profite maintenant pour vous parler de 2 jeux qui sont ou qui seront sur la plateforme de sociofinancement Kickstarter. Mais je me dois d'abord d'être honnête. En fait, quand je dis je me dois d'être honnête, ce serait facile pour moi de ne pas vous le dire, mais je dormirais probablement pas cette nuit si c'était le cas. Alors, je veux être transparent et honnête avec vous. Donc, les compagnies de ces 2 jeux nous ont payé pour qu'on puisse vous faire, vous donner en fait un survol des informations de ce que les jeux proposent. Alors, prenez ça en considération. On commence tout de suite avec le premier jeu. Le premier jeu dont je vous parle, eh bien, il s'agit de God's Land. Donc, God's Land est un jeu qui sera sur Kickstarter à partir de aujourd'hui. Donc le lien se retrouve dans la description de la vidéo. Il s'agit également d'un jeu pour 1 à 4 joueurs, un jeu de contrôle de territoire asymétrique, dans lequel chaque joueur incarne une mythologie ou un panthéon différent. On aura donc la mythologie norse, égyptienne, chinoise et même grecque. Donc, dans ce jeu, puisqu'on incarne des panthéons différents, eh bien, on aura également accès à des ressources différentes. Par exemple, les soldats, les créatures mythiques et le dieu auquel les joueurs auront accès seront tous différents et asymétriques. Puisqu'il s'agit d'un jeu de contrôle de territoire, bien, vous vous doutez bien qu'on peut se déplacer et capturer des territoires. On peut également s'entre-attaquer, puisque les autres joueurs ne feront pas que vous regardez conquérir des territoires, ils voudront faire la même chose, donc vous pourrez les attaquer pour essayer de capturer les territoires qu'ils possèdent. On pourra également recruter de nouvelles troupes dont la valeur de combat sera inscrite sous la figurine, donc aucun moyen de prédire l'issue du combat avant de l'avoir résolu. On pourra produire des ressources également selon les territoires qu'on aura réussi à conquérir, installer des campements permanents sur les territoires conquis, construire des ponts afin d'avoir de nouveaux accès ou détruire des ponts afin de limiter les déplacements des autres joueurs.
On pourra dévoiler des cartes événements, faire du commerce, recruter des créatures mythiques après avoir remporté assez de combats épiques, s'attirer les faveurs d'un dieu de notre panthéon si on conserve le contrôle de God's Land, le territoire le plus prisé de tout le jeu, assez longtemps. Alors voilà ce que le jeu propose. Je vous parle ensuite de City of the Great Machine, un jeu qui était sur Kickstarter il y a de cela quelques jours et le projet a été annulé, ou plutôt reporté à dans quelques semaines. Alors, ils ont décidé de faire quelques changements au niveau de la campagne. Donc, d'ici la fin du mois d'octobre, le projet sera de retour. Et je mettrai tout de même le lien dans la description de la vidéo. Et je vous en parle quand même. Parce que c'était un jeu qui, avant même d'être approché par la compagnie, que je surveillais. Donc, c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs. Un jeu 1 contre tous. Donc, un joueur contre tous les autres. C'est un jeu dans un univers steampunk où l'intelligence artificielle est tellement avancée et autonome qu'elle a pris le contrôle sur toutes les machines de la ville et désire maintenant asservir la race humaine, rien de moins. Un joueur incarnera The Great Machine, l'intelligence artificielle qui règne. Sa mission? Réussir à accomplir le master plan et asservir la race humaine. Pour cela, le joueur pourra déployer des soldats pour ralentir les héros, mettre en état d'arrestation les membres de la résistance, énoncer de nouvelles lois pour contraindre les rebelles, compter sur les événements qui vont créer des revirements de situation à chaque manche, etc. Les autres joueurs, quant à eux, incarnent les rebelles. Ils vont avoir des pouvoirs asymétriques pour chacun des personnages qu'ils peuvent incarner. Il va y avoir également une phase de programmation secrète où ils placeront une carte face cachée concernant l'endroit qu'ils désirent ou qu'ils planifient visiter pendant le tour. Ils devront corrompre des agents qui gardent les lieux visités, tenter de faire grimper le niveau de mécontentement des citoyens de la ville afin de provoquer des révoltes et peut-être réussir à remporter la partie. Alors, comme je vous le disais, je vais mettre tout de même le lien dans la description de la vidéo si c'est un projet qui peut vous intéresser. Vous pourrez aller consulter les informations sur le jeu et suivre le relancement de la campagne d'ici les prochains jours. Au cours de la dernière année, avec la COVID, avec le confinement, les confinements, le fait que les événements de jeux de société étaient très restreints, voire interdits, le fait que j'habite dans un confin très reculé de la région de Québec, du Québec plutôt, eh bien, tout ça a fait en sorte que, ajoutons à ça le fait que je suis participant, membre d'une chaîne YouTube, qu'on reçoit des jeux pour vous les présenter. Eh bien, tous ces facteurs mis ensemble ont fait en sorte que depuis plus d'un an, j'accumule beaucoup de jeux de société. J'ignore le nombre exact parce que je ne voulais pas le savoir en fait, mais je sais que la frontière, la ligne imaginaire mentale du 300 jeux était, à mes yeux, impossible. C'était impossible d'avoir 300 jeux dans une ludothèque. Ça représente près d'un jeu par jour et je sais que je ne joue pas à autant de jeux que ça. Et donc, dans ma tête, je m'étais toujours dit, jamais je vais me rendre à 300 jeux au total dans ma collection. Il faudrait vraiment que j'ai un problème pour me rendre jusque-là. Eh bien, je ne sais pas le nombre exact de jeux que je possède, mais je crois qu'on a franchi la barre des 300 jeux depuis déjà belle lurette. Alors, j'ai pris la décision en fin d'année 2020, début 2021, de faire un grand ménage, d'épurer ma collection, de garder mes jeux préférés ou tout simplement des jeux que je sais que mon entourage apprécie, que je sais qu'ils vont aimer rejouer, des jeux qui me font vivre des moments uniques, qui me font créer des souvenirs également. Et j'ai décidé de me débarrasser d'environ 40% de ma ludothèque. Donc, au total, un peu plus de 130 jeux qui quittent ma collection. En fait,
au moment de filmer cette vidéo, c'est déjà fait en grande partie. Donc, j'ai profité de l'événement du Delirium ludique qui avait lieu ce week-end. Et pour ce qui est de mon retour sur cet événement, je vous en reparlerai dans mon prochain Quoi de neuf, puisque dans ce format-ci, on parle du mois de septembre et des événements qui ont eu lieu à ce moment. Donc, je vous reviendrai sur le Delirium ludique lors de mon prochain Quoi de neuf. Mais j'ai profité tout de même de l'événement pour vendre plusieurs de mes jeux et faire, je l'espère, plusieurs heureux avec ceux-ci. Donc, c'est possible que dans mes prochaines vidéos, vous remarquiez des changements pour ce qui est de la disposition des jeux, mais c'est possible également que vous constatiez que certains titres ont tout simplement disparu. C'est possible. Sachez également que j'ai même décidé de me débarrasser de certains jeux qui étaient très bien placés dans mon top 100 des meilleurs jeux sur la planète. Alors, si jamais ce serait un format de vidéo qui vous plairait, que je prenne le temps de regarder avec vous rapidement la liste d'une centaine, de 130 jeux environ, que j'ai décidé volontairement de vendre ou de passer au suivant, si ce serait un format de vidéo qui vous intéresse, les jeux que j'ai décidé de vendre, quelque chose comme ça, vous pouvez me l'inscrire dans les commentaires. Je me fierai sur votre feedback, votre retour pour voir si ça vaut la peine que je m'embarque dans un tel exercice. Je prends maintenant quelques instants pour remercier nos contributeurs sur Patreon. Alors, notre campagne de financement où les gens peuvent nous donner un petit coup de pouce d'une manière particulière. Il y en a déjà tout plein qui prennent le temps de nous écrire, de liker nos vidéos, nos publications, de les partager, de tout simplement nous faire sentir de l'amour. Eh bien, il y en a aussi qui décident de nous encourager financièrement. Et maintenant, c'est le moment pour moi de vous dire merci à Martin Saint-Pierre, Vincent Mesureur, j'ai toute ma liste devant les yeux, Martin Dupuis, créateur du projet Souls. Alors, Martin travaille sur ce projet depuis je sais même pas combien de temps, probablement très longtemps. Et Martin va nous proposer, probablement à quelque part en 2022, son projet qui sera sur une campagne de socio-financement aussi, que j'ai bien hâte de voir. Amélie Lantier, David Favre, Sylvain Roy, Miguel Piette, Jessica Hébert Mathieu, Marie Jolivet, Jonathan Le Carpentier, Brice Romian, Marc Boudreau, Mathieu Marcarian, David Castonguay. David, j'ai été déçu de ne pas te voir au Delirium. Je comprends, mais j'avais envie de te voir. Marc Thibout, l'équipe de Jack Bro, Thierry Roy, Nicolas Perron, François Tétrault, Emmanuel Chauveau, Serge Darvaux, Philippe Pierrequin, Lionel Fourré, Normand Gravel, Frédéric Charles, Cyril Souchou, Monsieur Temple du Meeple, Steve Provost-Paquette, et finalement, Steve Rassa. Alors, à vous tous, un grand merci de nous encourager de la sorte. C'est une dédication de votre part, alors je tiens à vous dire merci. Au mois de septembre, j'ai eu l'occasion de jouer à Khôra, l'apogée d'un empire. Un jeu que je surveillais depuis longtemps et je suis tellement content d'avoir eu l'occasion de tester. Khôra est un jeu... Il y a plusieurs éléments en fait dans ce jeu, un jeu avec des pistes, des tracks en anglais. Alors des pistes sur lesquelles on va pouvoir progresser et plus on progressera, plus on sera puissant, plus on aura de l'influence ou plus on aura des bonus. Ultimement, plus on se rapprochera de la victoire habituellement, plus on sera efficace. Et dans ce jeu, eh bien, le mécanisme de sélection d'action, c'est que tous les joueurs ont les mêmes 7 tuiles entre les mains. Et à notre tour, on va brasser les dés et on va assigner les dés aux tuiles qu'on désire jouer. Ces tuiles auront des valeurs entre 0 et 6. Donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc cette tuile est sur un dé, eh bien, on a des valeurs de 1 à 6. On lance le dé. On valide la valeur de celui-ci et on va l'assigner à une tuile. Idéalement, ce qu'on voudra, c'est que la valeur de notre dé soit égale ou supérieure à la tuile. Si c'est le cas, tout va bien. Par contre, si la valeur de notre dé est inférieure à celle de la tuile, on devra perdre des citoyens pour résoudre notre action. Et avec ce principe, vous êtes prêt à jouer, ou presque. Bon, resterait encore les subtilités des différentes actions, les
cartes, le combat militaire, etc. Donc si c'est un jeu qui vous intéresse, vous pourrez aller jeter un coup d'œil à mon format vidéo de présentation des règles en 5 minutes. Je vous garantis qu'en 5 minutes, c'est tout un investissement parce que vous aurez vraiment une bonne idée de comment y jouer. J'ai également eu l'occasion de commencer une campagne de Hero Realms, la ruine de Tandar. Alors, je vous ai également filmé un épisode de Hero Realms, je crois le deuxième scénario, le début du deuxième scénario dans la ruine de Tandar. Ça fait des années que Hero Realms est sorti, que l'extension, la boîte de la campagne qui offre la possibilité de jouer en solo est sortie aussi et je ne m'étais pas encore investi là-dedans. J'ai même reçu tout dernièrement de la part de Yellow. J'ai reçu... Attendez, je vais vous le trouver. J'étais pas censé vous en parler immédiatement. Alors, j'ai reçu la boîte Le Village Perdu, qui est la deuxième partie de la campagne, la suite, si on veut. Alors, j'ai beaucoup aimé le petit aspect là, deck building. J'aime le deck building, premièrement, dans Hero Realms. C'est très satisfaisant, c'est simple et c'est fonctionnel. On ajoute à ça une couche de complexité avec la campagne, le fait que d'un scénario à l'autre, on va pouvoir faire des choix qui vont créer des petits embranchements dans l'histoire, mais aussi dans les scénarios qu'on va choisir, qu'on devra résoudre. Des choix aussi sur les cartes qu'on pourra ajouter à notre paquet d'un scénario à l'autre pour le rendre de plus en plus puissant, le personnaliser, les personnages également qu'on va incarner, le mage par exemple, dans mon cas, dans la campagne que j'ai décidé dans laquelle j'ai décidé de m'investir. Donc, si ça vous intéresse, c'est un épisode que je sortirai probablement bientôt. Un aperçu de ce à quoi la campagne de Hero Realms ressemble. Un jeu qui m'a demandé beaucoup d'investissement de temps, c'est Sleeping Gods. Alors, il y a de cela quelques jours ou semaines, je vous ai proposé un survol des règles en 5 minutes, une vidéo qui a été visionnée quelques milliers de fois suite au lancement de la distribution ou de la localisation de la version française du jeu qui sera, je crois, très populaire. Tout un jeu d'exploration, et c'est vraiment un jeu d'exploration. Narration aussi. Je ne suis pas grand fan de Ryan Laukat, l'auteur. J'en ai parlé un peu dans mon introduction à mon top 100. Je crois que Sleeping Gods aurait le potentiel de peut-être s'immiscer à quelque part dans mon top 100. Encore une fois, il faudrait que j'y joue plus longtemps. Il faudrait que je vois le jeu sur le long terme et tout ça. Mais de ce que j'en vois, je suis satisfait de l'aspect narratif. Et pourtant, avec les autres jeux, Near and Far, Above and Below, l'aspect narratif ne m'a vraiment pas impressionné, vraiment pas accroché côté de Ryan Laukat. Mais pour ce qui est de Sleeping Gods, l'univers ouvert, le fait que on a justement cet univers, ce bac à sable qui est devant nous et qu'on peut décider dans quelle direction aller. On va refaire des campagnes par la suite avec des connaissances qu'on aura. Vraiment un aspect intéressant. Je veux recommencer à y jouer. Il a fallu que je libère mes tables. Mais c'est certain que je me relance dans l'aventure prochainement. Il y a de cela quelques semaines, j'ai eu l'immense privilège de jouer à Smartphone Inc. à 5 joueurs. C'était ma première expérience à 5 joueurs. J'y avais seulement joué en solo et à 2, je crois. Alors, à 5 joueurs, j'avais tellement hâte de voir quelles seraient les interactions. Smartphone Inc. est exceptionnel. Un jeu qui se retrouvera certainement bien placé dans mon top 100. Je ne vous en ai pas parlé encore et on est rendu, on commence bientôt le top 50. Alors, on en reparlera prochainement. Mais vraiment un jeu exceptionnel qui propose des règles. C'est incroyable. Ça me fait penser un peu à London, au sens où les règles sont simples. Mais le jeu va tellement nous amener à des choix intéressants, déchirants, qui vont avoir des impacts déterminants sur la suite de la partie. Mais tout est fluide, mais il y a beaucoup de possibilités. Tout s'imbrique ensemble. Alors, Smartphone Inc., vraiment un jeu très, très intéressant. Et au final, notre partie à 5 joueurs a duré, je crois, 1h30, peut-être 1h45.
je pense pas qu'on s'est rendu à la barre des 2 heures. Vraiment un jeu intéressant qui propose un équilibre parfait selon moi entre la complexité du jeu et simplicité des règles et en plus une durée tout à fait acceptable. Sur notre page Patreon, on a l'habitude de publier des lettres de nouvelles au début de chaque mois. Et à chaque mois, une chose qu'on fait, c'est qu'on se lance un défi à nous-mêmes. Mon défi pour le mois de septembre, c'était de jouer à Imperium. Et j'ai relevé le défi dès le début du mois. Je me suis installé devant le jeu, j'ai simulé une partie à 2 joueurs pour comprendre ce que le jeu proposait. J'ai essayé le mode en solitaire aussi. Et quel jeu! Je vais être d'accord avec la critique générale. C'est probablement le point qui est le plus reproché au jeu, c'est qu'il est long. Il est long. L'expérience de jeu, c'est long pour un jeu de deck building, j'en conviendrai. Par contre, il existe une variante qui raccourcit le jeu, que je n'ai pas encore essayé, mais mes attentes sont au plafond en lien avec cette variante, puisque apparemment, ce que j'ai lu sur Internet, c'est qu'on sauve 30 minutes de jeu. Et 30 minutes sur une partie qui peut parfois durer 1h30 ou 2 heures, ça change énormément de choses parce que après 2 heures dans un jeu de deck building comme celui-ci, on commence à avoir l'impression de faire un peu toujours les mêmes choses. Là. Le temps s'étire. Alors sauver 30 minutes, je crois là, qu'on vient vraiment de proposer quelque chose d'intéressant avec Imperium. Si vous avez eu l'occasion de jouer à cette variante, je suis curieux d'entendre vos commentaires, vos retours là-dessus. Est-ce qu'elle est primordiale selon vous? Parce que de mon point de vue, c'est vraiment la durée de la partie qui vient m'enlever un peu, si on veut, le goût d'y rejouer. Alors qu'à l'intérieur de moi, tout ce que je désire, c'est refaire une partie, essayer un nouveau peuple, essayer de le comprendre. Alors, j'attends vos retours sur cette variante. Et tout dernièrement, j'ai eu l'occasion de jouer à Lamaland. Alors, Lamaland, c'est un petit jeu de placement de tuiles où on va créer notre paysage, si on veut, dans lequel on aura différents types de terrains, mais aussi, ultimement, on va y placer des petits lamas qu'on pourra nourrir et attirer, élever sur notre plateau personnel. Mais on aura également un aspect tridimensionnel bien intéressant. Les tuiles pourront être positionnées les unes à côté des autres, mais également les unes par-dessus les autres. Et ça aura de l'importance pour la façon de générer nos ressources. Donc, on aura différents types de territoires, si on veut. En fait, c'est des endroits où on a des ressources qui seront générées lorsqu'on va venir placer une tuile sur le dessus. Donc, lorsqu'on recouvre une ressource, on la récupère. Mais en plus, on aura des objectifs qui peuvent varier d'une partie à l'autre, et ces objectifs sont communs pour tous les joueurs. Ce ne sont pas des objectifs secrets, et on aura une course aux objectifs, puisque certaines cartes vont nous demander d'avoir, par exemple, récupéré avoir réussi à nourrir un lama avec des épis de maïs. Donc le premier joueur à réussir ça et à sacrifier 4 épis de maïs pour nourrir un lama va récupérer la carte avec le plus grand nombre de points. Donc on aura un aspect de course pour ces cartes-là, mais on aura également des cartes objectifs plus globales. Par exemple, réussir à placer 4 lamas sur le 4e étage tridimensionnel de notre plateau. Sauf que la petite twist intéressante, c'est qu'on n'a pas besoin d'être en mesure de le réaliser lorsque vient le temps de réclamer l'objectif, puisque ces objectifs ne seront scorés qu'à la fin de la partie. Donc peut-être que moi, dès le 2-3e tour, je peux me dire, ok, cet objectif-là, je crois que je serai en mesure de le réaliser. Je vais aller placer mon marqueur. Je m'assure de marquer le plus grand nombre de points, puisqu'on a différents emplacements sur la carte, chacun valant de plus en plus de points. Donc je peux placer mon jeton sur l'emplacement qui va me rapporter 15 points. Par contre, à partir de maintenant, pour le reste de la partie, je dois essayer de réaliser cet objectif-là. Si j'attends, parce que je ne suis pas certain
d'y arriver, eh bien les autres joueurs vont peut-être avoir récupéré les emplacements qui rapporteront le plus de points. Et oui, peut-être que moi je vais m'assurer de réaliser mes objectifs, mais peut-être pour un pointage qui sera moindre. Alors cet aspect-là est vraiment intéressant selon moi. Et finalement, je termine avec deux projets vidéo que j'ai pour les prochains jours ou peut-être prochaine semaine, qui sait. Un peu plus tôt dans la vidéo, je vous ai lancé comme ça de façon totalement improvisée l'idée de faire une vidéo au sujet des jeux que j'ai vendus récemment. Vous me direz en commentaire si c'est une idée qui vous intéresse. Mais de mon côté, je veux évidemment vous proposer la suite de mon top 100. Donc il reste 5 épisodes, 5 capsules pour ce qui est du top 50. Alors ça, ce sera à venir au cours des prochaines semaines, et j'ai aussi comme projet de faire un top 5, le top 5 des choses que je n'aime pas en lien avec les jeux de société. Donc ce sont nos contributeurs sur Patreon lors du mois dernier, du mois de septembre, qui ont voté pour déterminer le choix d'une vidéo à venir, et c'est ce choix qui a été remporté à la majorité. Donc je m'engage à produire une vidéo top 5 des choses que je n'aime pas en lien avec les jeux de société. Et c'est le moment où je vous encourage à m'écrire en commentaire des choses que vous n'aimez pas en lien avec les jeux de société. Que ce soit en lien avec le matériel d'un jeu, les règles de celui-ci, des mécanismes que vous n'aimez pas, un contexte que vous n'aimez pas, un type de joueur, n'importe quoi qui a un lien de près ou de loin avec les jeux de société. Laissez-moi en commentaire quelles sont les choses qui vous horripilent le plus. Alors voilà pour ce qui était de ce segment Quoi de neuf JP. J'espère avoir su vous divertir, j'espère avoir su vous occuper, j'espère avoir su vous informer et peut-être même avoir piqué votre curiosité sur certains projets ou certains titres. Comme toujours, laissez-moi vos commentaires suite à cette vidéo dans la section appropriée. Laissez-moi également un pouce vers le haut. Considérez vous abonner à notre chaîne, allez faire un petit tour sur notre campagne Patreon si ce n'est pas déjà fait pour nous encourager d'une façon particulière. Et moi, je vous dis merci pour votre écoute. À la prochaine. 1, 2